pour bien déchiffrer, décortiquer, décoder. Voici Louis-Philippe Brûlé. Bon, on a beaucoup, mais beaucoup de sujets encore cette semaine avec le microbiologiste Patrick Filion. On va commencer évidemment avec la vaccination qui sera donc obligatoire sous peine de suspension sans solde dès le 15 octobre pour tous les employés de la santé au Québec, qu'ils soient dans le réseau public ou dans le réseau privé. Salut Patrick. Salut Philippe. Donc, le gouvernement a choisi la ligne dure au risque de perdre certains employés. Es-tu surpris qu'on aille aussi loin au Québec? Surpris, je veux dire oui et non. Je suis surpris disons, de l'intensité de la mesure et des conséquences si les gens ne la respectent pas. Mais bon, on en entendait quand même parler depuis quelque temps. C'était une possibilité et là qu'on décide de l'appliquer. Donc, je vais dire que non, je ne suis pas surpris dans ce sens-là. C'est vraiment plus, disons, l'intensité de la mesure là, qui me surprend. Mais dans ce domaine-là, dans le domaine de la santé, fallait s'y attendre un petit peu. Puis je serais peut-être pas surpris que ça s'élargisse à d'autres secteurs, mais on pourra en reparler en temps et lieu. Mais dans le domaine de la santé, là, je pense que c'est le premier pas à faire là, pour une vaccination obligatoire. C'est peut-être plus inquiétant pour l'Outaouais où, premièrement, le taux de vaccination chez les employés de la santé est déjà un petit peu plus bas que la moyenne provinciale. La pénurie frappe encore plus fort ici. Donc, la crainte, c'est qu'il y a des employés qui décident de quitter notre réseau, là. Oui, cette crainte-là est toujours présente dans notre situation, on va dire frontalière aussi avec l'Ontario, il y a plein de facteurs, là, on sait, dans le système de santé en Outaouais là, qui sont inquiétants. Donc, de rajouter cette contrainte-là qui pourrait faire en sorte que certaines personnes là, quittent le navire et décident d'aller voir ailleurs. Mais, encore une fois, il faut le voir de façon positive. On veut que les gens qui sont sur place soient protégés et puissent aussi protéger les personnes avec qui elles travaillent et les patients qu'elles rencontrent. Et ça, le gouvernement a sûrement, et la santé publique, là, ont sûrement fait un calcul en disant, oui, il y aura peut-être des démissions ou des départs, ou des employés qu'on va mettre en sans-solde, mais au fond, si on n'augmente pas notre taux de vaccination, bien, il y aurait peut-être plus de congés à cause de la COVID. Peut-être on va voir comme ça aussi, mais je pense que ça va être l'incitatif qui va peut-être décider des gens qui étaient un petit peu plus récalcitrants à dire, bon, écoutez, c'est peut-être pas la fin du monde que je me fasse vacciner. Et on sait que dans le milieu de la santé, là, ce ne sont pas les seuls vaccins qui sont obligatoires. Là. Par exemple, pour ne serait-ce que s'inscrire en soins infirmiers au Cégep de l'Outaouais, les futurs infirmiers et infirmières là, doivent recevoir certains vaccins, là, entre autres les hépatites. Donc là, on va rajouter celui de la COVID parce que l'on vit une situation qui est vraiment particulière. Une pandémie mondiale là, qui frappe vraiment sévèrement. Donc, on va ajouter celui-là. C'est sûr que ça peut déplaire aux personnes là, qui étaient un petit peu réfractaires à l'idée de se faire vacciner, mais dans les circonstances et surtout dans ce domaine-là, il faut en voir et en comprendre la nécessité. Donc, ça peut choquer certaines personnes, mais c'est important. Je suis même surpris un peu, moi, qu'on n'en soit pas arrivé là plus rapidement. Je rappelle pour les gens qui nous écoutent là, que pour les employés du CISO ici en Outaouais, 87 % ont leurs 2 doses. 92 % ont reçu pour l'instant leur première dose. On verra la suite des choses. Parlant du vaccin, François Legault disait hier, Patrick, qu'une personne adéquatement vaccinée aurait maintenant 30 fois moins de risques de se retrouver à l'hôpital. Il n'y a pas longtemps, on parlait plutôt de 20 fois moins de risques. Ça peut devenir dur à suivre pour les gens qui nous écoutent. Peux-tu nous démêler ça un peu? Oui, bien, dans le fond, il faut se réjouir de nouvelles comme cela. Quand on voit les chiffres, quand on voit ce qui se passe sur le terrain, on constate effectivement là, que les personnes doublement vaccinées ont beaucoup moins de chances, d'être infectées, mais aussi, et peut-être surtout, d'être hospitalisées et d'avoir les conséquences, on va dire, plus sévères de l'infection. Donc, on voit ce qui se passe, on regarde les statistiques. Les gens vont voir qu'il y a des gens qui sont doublement vaccinés qui sont infectés. Ça, c'est une réalité, puis on le savait. Mais si cette infection-là ne se traduit pas en conséquences graves, en hospitalisation, bien ça, c'est peut-être vraiment l'aspect positif et souhaité de la vaccination. Moi, je suis doublement vacciné. Puis, écoute, si ça fait en sorte que je suis infecté, mais j'ai des symptômes, on va dire, mineurs, bénins, je vais m'en réjouir. Donc, oui, je vais faire partie des statistiques comme quoi je suis un cas. Donc, je vais être un des cas quotidiens, par exemple, dans une journée X. Mais si c'est des symptômes, on va dire, vraiment faibles, il faut s'en réjouir. Donc, je suis vacciné, puis moi, c'est ça que je veux. Oui. Mais d'ailleurs, les chiffres démontrent qu'on a quand même beaucoup moins de risques de l'attraper, la COVID, parce que depuis une semaine au Québec, on recense en moyenne
471 nouveaux cas par jour chez les personnes qui n'ont aucune dose du vaccin, contre 113 chez les personnes pleinement vaccinées. Puis on a 3 fois plus de personnes doublement vaccinées au Québec. Alors, c'est assez clair, là. Je pense que les chiffres ne mentent pas. Puis les gens peuvent être pour ou contre la vaccination, mais on voit les chiffres. On ne peut pas les faire mentir. On est, on va dire, 3, 4, même plus. 75% des gens, là, ou même 80% qui sont vaccinés. Donc, on représente une très grande portion de la population. Mais les cas qui sont rapportés touchent surtout la minorité qui n'est pas vaccinée. Exact. Puis même chose pour les hospitalisations. Absolu, là. Le Québec enregistre 17 nouvelles hospitalisations chaque jour chez les non-vaccinés contre seulement 4 chez les pleinement vaccinés. Ça fait une énorme différence. Donc, imaginons si on va chercher encore quelques points de pourcentage de vaccination chez les non-vaccinés, on va avoir disons, un automne peut-être moins pire que ce à quoi on pourrait s'attendre si rien ne bouge. Oui. Donc, la vaccination a un effet extrêmement positif. C'est sûr qu'il va y avoir des cas, mais si ça limite les hospitalisations, on sait que c'est là que ça se passe. Si on commence à faire du délestage parce qu'il y a trop de cas, ça complique la situation. Mais si on se fait vacciner, il y a moins de cas, moins d'hospitalisations. On va bien s'en sortir. Là. C'est pour ça qu'on est surpris d'entendre le ministre Dubé là, qui disait il y a quelques jours qu'on va devoir oublier l'immunité collective à cause des variants. On a quand même 80% des Québécois qui ont leurs 2 doses, 87% qui en ont au moins une et qui, Patrick, iront probablement chercher leur 2e bientôt. Et parmi les 13% non vaccinés, il y en a un certain pourcentage qui ont sûrement déjà eu le virus ou qui l'auront bientôt. Alors, ça prend quoi pour l'avoir, la maudite immunité collective, Patrick? Oui. On la souhaite, on la veut. Encore une fois, il faut se rappeler que l'immunité collective, on l'avait commencé à dire qu'on l'aurait autour de 75%. Ça, c'était vraiment en fonction du virus initial qui avait le fameux chiffre, le R0, le facteur de propagation, qui était environ de 2 à 3. Maintenant, avec les variants qui sont beaucoup plus facilement transmissibles, entre autres le Delta, ce chiffre-là va augmenter. Donc, l'immunité collective pourrait nécessiter, disons, une couverture vaccinale de, on va dire, 84-85%, avec un R0, un facteur de transmission d'environ 6. Donc, il y a ce facteur-là. Donc, on a des virus qui se transmettent plus facilement, mais il faut se rappeler que nos enfants, donc les 0-12 ans, eux ne le sont pas vaccinés, moins pas encore. Donc, le 80% de personnes qui ont déjà leurs 2 doses au Québec, ça exclut les 12 ans et moins. C'est les personnes les moins de 12 qui ont ans, accès en fait. à la vaccination. Oui. Donc, ça, c'est très bien qu'on ait ce chiffre-là, 80% chez les personnes potentiellement vaccinables, on va le dire comme ça, je ne sais même pas si c'est un terme français, mais il ne faut pas oublier nos enfants du primaire ou 0-12 ans qui n'y ont pas encore accès. Donc, ça demeure quand même une portion assez large de population. Oui, ça fait redescendre le taux réel en bas du 75. C'est ça. Fait qu'il faut tenir compte de nos enfants. Puis on sait, avec le retour à l'école, est-ce qu'il pourrait y avoir plus de transmission dans les classes, des lieux comme ceux-là? Donc, il faut surveiller cette situation-là. Donc, c'est ça qui complique un petit peu l'atteinte de l'immunité collective. Oui. À Cuba, ils lancent leur campagne de vaccination pour les jeunes de 2 à 18 ans, Patrick. Oui, à Cuba, eux fonctionnent un petit peu en vase clos. Là. Ils ont leurs 2 vaccins maison, 2 vaccins cubains, qui ont démontré une très, très bonne efficacité, une très bonne protection. Et eux vont de l'avant. Ça va être même une condition là, pour le retour dans les écoles que les enfants soient vaccinés. Donc, eux ont fait leurs études comme toutes les compagnies, tous les pays qui veulent homologuer des vaccins. Oui. Donc, et là, il y en a sûrement qui disent « Cuba, c'est un gouvernement communiste. Tu le disais, il fonctionne en vase clos. C'est un peu n'importe quoi. » Mais la médecine à Cuba a quand même une très bonne réputation, Patrick. Oui. Ils ont d'excellents médecins, d'excellents scientifiques. C'est pas, comment je pourrais dire, ils ne font pas les choses là, à moitié. Ils n'improvisent pas. C'est vraiment là, des chercheurs à la fine pointe de technologie, des gens extrêmement brillants qui ont fait les mêmes études que les autres scientifiques ailleurs dans le monde. C'est leur situation, on va dire, géopolitique, et ça commence à être plus compliqué, là, qui fait en sorte qu'ils doivent se débrouiller localement. Mais je vais être honnête avec toi, là, si on m'avait proposé un vaccin cubain, j'aurais eu aucune difficulté à tendre le bras parce qu'ils ont fait leurs preuves dans plein de domaines, entre autres dans la vaccination. Donc, c'est pas un vaccin là, douteux, on va le dire comme ça. Puis le Sputnik, lui? Le vaccin russe?
Le vaccin russe, je pense que je laisserais peut-être quelques volontaires y aller d'avant moi, mais encore une fois, OK, les scientifiques russes ne sont pas les derniers venus non plus. Là. Ils ont fait bien des choses intéressantes dans plein de domaines. Donc parfois intéressantes, parfois louches. On l'a vu avec des athlètes, mais ça fonctionnait quand même. Là. Bon. C'est ça. Ouais. Hey, parlant de variants, en terminant, Patrick, celui qu'on appelle le mu et qui est maintenant dominant en Colombie semble susciter pas mal d'inquiétudes présentement. Pourquoi et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce variant-là? Le variant mu, donc détecté pour la première fois en Colombie, semble devenir dominant, dans ce pays-là, puis un petit peu en Équateur aussi, donc plus en Amérique latine. C'est un variant, dans le fond, qui a beaucoup de mutations. Donc, c'est un virus qui a évolué, qui a plusieurs mutations clés, qui pourrait, là je parle au conditionnel, qui pourrait faire en sorte, par exemple, que quelqu'un qui est vacciné avec les vaccins que l'on a présentement, ça ne serait pas une efficacité aussi grande. Mais là, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas s'inquiéter, parce que ce virus-là, dans plusieurs pays, la prévalence, donc le nombre de cas présents et actifs, on va dire comme ça. Oui, mais on l'a ici au Canada, là. Oui. C'est ça. Puis, nous, on a vu cette prévalence-là qui a diminué. Donc, oui, c'est un virus qui est différent, qui pourrait affecter peut-être les gens vaccinés, mais il est peut-être, on n'a pas encore toutes les données, mais il est peut-être pas aussi facilement transmissible, virulent que le Delta. Donc, même si c'est un virus qui est vraiment différent de ses prédécesseurs, ça ne veut pas dire qu'il est plus facilement transmissible et plus dangereux. Donc, dans certains pays, on a vu qu'il s'est éteint, je vais dire comme ça, de lui-même. Donc, la transmission a diminué. C'est sûr que, on regarde la Colombie, puis là, c'est lui qui est dominant. Mais pour l'instant, on le surveille. C'est ça, il n'est pas classifié comme étant vraiment dangereux. Oui. Mais l'OMS le surveille de près. Mais pour l'instant, il n'y a pas de panique à avoir. Il faut dire que le taux de vaccination en Colombie, là, c'est très bas. Là. Il y a ce facteur-là aussi qui n'aide pas. Oui, effectivement. Bien, merci beaucoup, Patrick. Alors, on ne capotera pas pour le variant mu pour l'instant ici au Canada, mais on va le surveiller quand même et on va sûrement y revenir éventuellement dans une prochaine chronique. Merci beaucoup encore une fois et bonne semaine. Bonne semaine, Philippe. Voilà, Patrick Filion, qui est microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.